Alors, je m'appelle Romain Brisé, je suis à Sainte-Famille en terminale S. J'ai un frère et j'ai 17 ans. C'est tout? Eh oui. Le fait que je dise juste que je m'appelle Romain Brisé et que j'ai 17 ans ne montre pas qui je suis réellement. Parce que juste avec ça, je qualifie un ensemble énorme d'individus. Et je réponds aussi à la question qui suis-je et non que je suis, ce qui montre que je suis un être unique. Alors, ce qui nous différencie, c'est uniquement la génétique. La génétique, c'est la science qui étudie l'ADN de chacun. Mais n'importe quoi. Ce qui nous définit, c'est aussi notre caractère. Par exemple, on peut être impulsif, optimiste, généreux. Et puis, n'oublions pas le comportement. Sans les autres, on ne saurait jamais qui on est. En effet, les interactions avec les autres sont primordiales, puisque c'est l'effet miroir qui participe à nous construire. On cherche l'approbation de quelqu'un, on se trouve un modèle. C'est toujours ça dépend en partie de notre éducation, c'est-à-dire de ce que nos parents, nos responsables légaux ou nos professeurs nous inculquent. J'ai été adopté alors? Dans ce cas, certains considèrent qu'il leur manque une partie de leur identité, qui est alors symbolisée par les parents d'origine. Nous allons voir un autre cas, le cas de Valéry Spiridov. C'est quelqu'un qui était un russe qui était paralysé de tout son corps. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était cligner des yeux. Pour cela, il s'est proposé volontaire qu'on lui coupe la tête, de manière à ce qu'on recolle sa tête avec un corps mort. Cette expérience a été réalisée sur des animaux qui n'ont pas vécu plus de 2 semaines. C'est pourquoi l'opération n'a pas encore été réalisée. Cela nous montre que, on peut dire dans un premier temps, comme le dit Pascal, que l'individu va alors changer, puisqu'on est ce que les autres nous voient. L'individu passera d'un individu handicapé à un individu qui marchera, qui sera vu comme quelqu'un de normal, qui sera peut-être grand, beau, sexy. Et dans ces cas-là, les autres nous verront différemment, l'individu se sentira alors différemment et se verra différemment. Il se comportera alors d'une nouvelle manière, il sera quelqu'un de nouveau. On peut donc dire qu'il ne sera plus vraiment lui-même. Donc je ne suis pas ma tête, je suis mon corps. C'est pas totalement faux. Puisque comme le dit Descartes, je pense donc je suis. Donc je suis celui qui pense. Ma tête reste la même, donc mon cerveau reste le même et je pense toujours de la même manière. Donc on peut dire que je suis toujours moi-même. Du coup maintenant, tu peux nous dire qui tu es? Bien sûr, je suis mon corps, mes organes, comme mon cœur par exemple. C'est celui qui me dit vers qui j'aimerais et avec qui je passerai ma vie entière. Eh bien non. On pense souvent que c'est le cœur qui nous définit, parce que sans lui, nous ne pourrions pas exister. En effet, le cœur nous permet de vivre, mais ce n'est pas celui qui nous définit. On va par exemple prendre l'exemple d'un adolescent de 17 ans décédé dans un accident de scooter. Donc généralement, lors d'un accident, notre cerveau meurt, mais pas notre cœur. Il continue de battre. Et donc cela s'appelle la mort cérébrale. La famille peut donc décider de donner ce cœur à une personne dans le besoin. D'ailleurs, dorénavant, nous sommes tous donneurs. Effectivement. Et en fait, la famille prend souvent mal le décès de leur fils, puisque on a souvent du mal à accepter qu'une personne soit morte alors que son cœur continuait de battre. Et donc c'est souvent dur pour la famille. Donc pour résumer, un nouvel enfant possède le cœur. Mais la famille cherche parfois à tout prix à rencontrer ce nouvel enfant, puisqu'ils voient dans cet enfant une réincarnation de leur propre fils, puisqu'ils pensent que c'est le cœur qui nous définit. Mais ces deux personnes seront en tout point différentes, puisque le cœur ne nous définit pas. C'est alors un peu plus compliqué pour eux de se construire. L'identité est donc un mélange de l'environnement social et de ce que l'histoire et du parcours de chaque personne, puisque ce qu'elle a traversé va impacter sa vision de l'existence et donc sa vision d'elle-même et ce qu'elle sera envers les autres. Je crois que j'ai compris qui j'étais. Et donc, je me définirais par les autres? Ce qu'ils pensent de moi, ce qui m'entoure? Comme mon nom, mon prénom? Ce serait comme a dit Berkeley, être, c'est être perçu. Mais je sais alors juste ce qui peut me différencier d'un autre. C'est donc ce qui me définit. En réalité, ce sont que des limites qui font de moi ce que je suis, comme mon nom, mon prénom, un numéro et que je ne suis pas une autre personne. C'est mon identité propre aux yeux des autres. Pourtant, je ne vois toujours pas qui je suis moi, ou même qu'est-ce que je suis. Je ne suis donc pas sûr que ce que nous avons dit précédemment dans la vidéo définit réellement qui je suis. Je pense que pour savoir qui je suis, cela rêverait de savoir et de prendre connaissance de la réalité qui m'entoure et même de l'essence même du réel. Mais nous faisons partie intégrante du réel, il nous est donc impossible d'en saisir la nature. La nature du réel nous est trop distante. Imaginons que l'on demande à un poisson de sortir pour voir et pour nous décrire son bocal. Comme c'est là où il vit, c'est en quelque sorte ce qu'il fera son identité, par exemple avec les couleurs, les types de végétaux qui l'entourent, le type d'eau aussi dans lequel il vit, et tout son environnement participera à son identité. C'est ce qui fait qu'il est un poisson différent des autres. Mais pour ce poisson, on est bien d'accord qu'il lui sera impossible de voir d'extérieur son bocal et donc de nous décrire qui il est et de voir sa réalité. En fait, sa réalité est insaisissable.
Nous serions donc comme le poisson, et la réalité serait notre bocal. Et tout ça pour dire que, fondamentalement, je ne serai jamais qui je suis.